Au Japon, il y a 3 grandes religions, le shintoïsme, le bouddhisme et Konosuke Matsushita. Bon, on exagère un peu, mais au Japon, il existe un véritable mythe autour de cet homme. Il a son propre musée, sa statue, son mémorial et même un manga. On le surnomme carrément le dieu du management. Parti de rien, il a fondé l'une des plus grandes multinationales du pays. Bienvenue dans ce nouveau Secret Sauce dans lequel on va vous raconter 2 histoires. Celle d'un homme et de son empire. Konosuke Matsushita. Cet homme au Japon, c'est une légende. Mais en France, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des informations sur lui. On a donc dû toquer à la porte d'un expert qui maîtrise le japonais. Bon alors, c'est qui Konosuke Matsushita? Il naît en 1894 dans la campagne d'Osaka, au sein d'une famille pauvre. Un père déshérité, qui a perdu sa fortune, son petit pécule. À cause de conditions de vie misérables, plusieurs frères et sœurs de Konosuke décèdent. C'est ce qui va amener le jeune garçon de tout juste 9 ans à arrêter l'école et aller travailler du côté d'Osaka. Où il va devoir donc travailler comme simple commis, comme garçon à tout faire dans un magasin de vélo. À 16 ans, il quitte son magasin de vélo pour rejoindre la compagnie électrique d'Osaka en tant que technicien. Et en faisant ça, il vient de rompre une des conventions sociales les plus ancestrales du Japon, ne jamais quitter son premier employeur. Perso, j'en suis à mon 12e. Konosuke, il fonce. Il n'a pas le temps, et tant pis s'il doit défier l'ordre établi. En 1917, âgé de 23 ans, il quitte son employeur et se lance en solo. Il fait un choix, c'est le choix de développer lui-même des appareils, des douilles pour ampoule électrique. Pour info, la douille, c'est la partie sur laquelle on visse l'ampoule. À l'époque, il y a un gros enjeu là-dessus, parce que ça coûte cher et ça prend 3 plombes à installer. Konosuke trouve un nom hyper original pour son entreprise, Matsushita. Sa douille est vendue 30% moins cher que celle des concurrents et elle cartonne. À partir de là, l'entreprise Matsushita commence à vendre plein de produits. Une douille double pour pouvoir donc brancher 2 ampoules au lieu d'une, une lampe qui soit à la fois utilisable pour le vélo et qui soit portable, des fers à repasser. Ou encore, la radio. 20 ans après sa première douille, Matsushita a créé un véritable empire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il emploie plus de 10 000 salariés. Et son succès va attirer l'attention de l'armée. Pendant la guerre, l'entreprise Matsushita s'adapte à un nouveau besoin. Elle fournit à l'armée des radios, mais aussi des avions et des bateaux. Et ça va lui permettre de grossir encore plus. Après la guerre, le groupe Matsushita emploie 20 000 personnes. La suite, le groupe se met à fond dans l'électroménager. L'un des objets majeurs, c'est la télévision bien sûr, c'est le frigidaire bien sûr, le réfrigérateur, la machine à laver, et puis vous avez, au Japon en particulier, l'autocuiseur Harry. Et l'autocuiseur Harry, c'est un succès fulgurant. À l'époque, tout cet électroménager est vendu sous la marque National, à prononcer en japonais National. Et Konosuke Matsushita trouve que National, ça sonne bien. Dans les années 50, le groupe Matsushita veut s'étendre en dehors du Japon et partir à la conquête du monde. Et pour ça, il faut un nouveau nom qui claque et qui soit facile à prononcer pour les occidentaux. C'est la naissance de Panasonic. Officiellement, ça vient de Pan, qui veut dire tout, et de Sonic pour désigner le son. Et encore une fois, Konosuke Matsushita trouve que ça sonne bien. En 1961, Panasonic débarque aux États-Unis avec ses télés. Et c'est un énorme succès. Konosuke Matsushita se retrouve même à la une du Time. Télé, mais aussi caméscope, lecteur cassette, appareil photo. Grâce à Panasonic, l'empire Matsushita s'étend désormais dans le monde entier. En 1980, le groupe fait 500 millions de dollars de bénéfices et 10 milliards de ventes par an. Bon, dans cette première partie, on a surtout parlé des activités de l'entreprise de Matsushita. Mais selon vous, Alexandre, quelle était sa secret sauce? Il se place sur un nouveau segment de marché, sur un nouveau produit, et il fait tout pour produire moins cher que les autres, pour remporter la mise. Et Matsushita a très vite identifié des marchés porteurs. L'électricité, le matériel de guerre, l'électroménager, puis l'électronique. Mais tout ça, ça donne un bon businessman, pas un dieu. Alors qu'est-ce qui a transformé Matsushita en mythe? Toute sa vie, Matsushita a voulu transcender sa fonction de patron. Et comme beaucoup de milliardaires, c'est un philanthrope. À partir au moins des années 60, il commence à donner une énorme partie de ses revenus à des causes locales ou nationales. Mais surtout, Konosuke était adulé par ses employés.
En 1946, les forces alliées d'occupation, les Américains, lui interdisent de remettre les pieds dans son entreprise. Patrick Friedenson est historien à l'EHESS. Il est spécialiste des entreprises, notamment japonaises. Matsushita appartient à un conglomérat qui est accusé d'avoir collaboré avec la dictature militaire japonaise. Et il nous explique comment les employés ont pris la défense de Matsushita. Le syndicat va faire le siège des autorités américaines à Tokyo pendant 10 jours. Ne croyons pas que ce soit quelque chose qui est normal. Si ses employés le défendent autant, c'est parce que Matsushita a toujours voulu montrer qu'il se souciait énormément d'eux. On a retrouvé cette archive du magazine Life de 1964. Vous allez voir, c'est une pépite. Chez Matsushita, les ouvriers sont logés, nourris, ils ont accès à des médecins, ils peuvent même recevoir des primes s'ils se marient entre eux, ils ont des cours de tennis et carrément des punching balls pour se défouler. Et puis ils sont vraiment contents d'aller travailler. Regardez, tous les matins, ils se mettent en ligne pour chanter l'hymne de l'entreprise. Bon, c'est pas un peu too much tout ça? Au fond de lui, ça a toujours été un peu difficile de le savoir. Bon, c'était quand même le roi du bas coût, on va dire, du discount, qu'on pourrait dire aujourd'hui. Donc avec des conditions de travail forcément un peu difficiles pour les employés, mais au moins une forme de compassion, d'empathie au moins revendiquée. Des patrons philanthropes et paternalistes, il y en a eu beaucoup. On peut notamment citer Henry Ford, à qui Matsushita a souvent été comparé. Mais le créateur de Panasonic ne s'est pas arrêté là. Déjà, il y a le contexte. Les entreprises japonaises ont un culte des fondateurs. Et Konosuke Matsushita, il est là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a élaboré et diffusé une véritable philosophie. Déjà, via l'institut qu'il a fondé en 1946, PHP, pour Peace and Happiness Through Prosperity. Voici quelques-uns de ses grands principes. Apprendre du passé, construire une sagesse collective, combiner théorie et pratique. Ouais. Ça fait un peu développement personnel tout ça. Mais ça a quand même beaucoup plu. Konosuke Matsushita a aussi fondé une école, l'Institut Matsushita de politique et de management. C'est une école de formation de toutes sortes de personnes qui veulent se former aux principes de gestion du personnel et de gestion de l'innovation lancés par Matsushita. Et un très grand nombre de députés et de sénateurs japonais, un très grand nombre de cadres dirigeants d'autres entreprises sont passés par cette sorte d'école de formation continue. Jusqu'à sa mort en 1989, il continue de philosopher pendant des conférences ou des interviews. Et parfois, c'est un peu compliqué de le suivre. Selon le journal Le Monde, en 1975, il aurait proposé de raser 20% des montagnes du Japon afin d'agrandir le territoire. Bon, sans toucher au mont Fuji, faut pas abuser quand même. Quoi qu'il en soit, il laisse derrière lui un énorme héritage. Aujourd'hui, les écoliers japonais apprennent l'histoire de Konosuke Matsushita et des centaines de livres ont été écrits sur lui. Et si on résume tout ça, ça nous donne le second ingrédient de la secret sauce Matsushita. Transcender un succès économique en principe philosophique et le graver à jamais dans l'histoire. Peu de patrons l'ont fait à ce point. Et sinon, ça devient quoi Panasonic aujourd'hui? Après la crise de 2008, l'entreprise enregistre de grosses pertes. Surtout, elle fait face à une nouvelle concurrence. Les Coréens sont arrivés, les Chinois sont arrivés et ils ont complètement été laminés. Yann Rousseau est correspondant pour les Échos au Japon et on est très jaloux de sa vue sur le quartier d'affaires de Tokyo. Ils étaient les rois de la télé mondiale. Ils ont arrêté le plasma, ensuite ils ont arrêté le LCD, là ils ont arrêté les panels. Bref, l'entreprise abandonne une à une les lignes qui faisaient son succès par le passé. Aujourd'hui, elle se concentre sur le B2B, notamment avec des batteries électriques pour les voitures Tesla. Bon, Panasonic n'est pas vraiment en crise, elle continue de faire des bénéfices. Mais le truc, c'est qu'elle a certainement perdu l'état d'esprit avant-gardiste qui caractérisait son fondateur. D'ailleurs, en décembre 2024, Panasonic a annoncé son intention de ressusciter Konosuke Matsushita sous la forme d'une IA. Preuve que les Japonais ont encore besoin de communier avec leur dieu du management. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, arigatou gozaimasu, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quelle secret sauce vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Et surtout, pensez à vous abonner, c'est super important pour notre travail. A plus!